Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Art et médias, lieu du politique. L'intérêt à la fois intellectuel et scientifique de ce thème réside tant dans la multiplicité et la diversité des déclinaisons dont il peut faire l'objet, que dans la finesse et la précision des enjeux qu'il permet de soulever. Il réside aussi dans l'association de deux termes, art et médias, conjoints dans le nom de l'école doctorale 267, qu'il s'est agi de questionner au prisme du politique. Les arts et médias, pensés dans leur acception la plus large, constituent une variété d'objets dont la richesse organisationnelle, communicationnelle et sémantique ouvre l'étude à de nombreuses approches et disciplines. Le politique peut renvoyer à l'ensemble des formes d'organisation sociale, globales comme locales, et des enjeux discursifs, produits comme reçus. Parce qu'il traverse les arts et les médias, le politique permet aussi un dialogue, une ouverture, une convergence entre des domaines et approches scientifiques dont au premier abord, la proximité ne frappe pas. Aussi fallait-il trouver une cohérence pour cet ouvrage riche de son caractère hétéroclite, et proposer une organisation des contributions qui témoigne du souci de décloisonner les objets et les approches. La première partie, des politiques culturelles aux usages politiques, s'attache à l'analyse des politiques culturelles entendues au sens large ainsi qu'à leurs usages. Il s'agit de comprendre comment elles relèvent de choix politiques qui dessinent en partie le paysage artistique, médiatique et culturel. Quels sont ces usages politiques, émanant à la fois des institutions qui les construisent et qui les mettent en œuvre comme des individus qui s'en saisissent? Comment les politiques culturelles peuvent-elles parfois construire des représentations en décalage avec les usages dont elles sont les objets? On verra que les usages politiques des arts et médias façonnent des phénomènes culturels dans la sphère publique et plus largement au sein des sociétés. La deuxième partie met en lumière la politique à l'épreuve de la production. Elle s'articule autour de deux aspects, la création et la transmission, et pose les interrogations suivantes. Comment les processus de création et les dispositifs de transmission des œuvres et des contenus médiatiques constituent-ils potentiellement des lieux du politique? Comment les enjeux politiques participent-ils à la création des œuvres et des contenus médiatiques? Comment la création et la diffusion peuvent-elles être envisagées comme un acte politique? Et enfin, quels sont les différents contours et aspects d'une réflexion politique au sein des arts et médias? Ces réflexions politiques, inscrites dans des œuvres d'art et des contenus médiatiques, représentent autant d'apports à une pensée épistémologique et historique du politique dans les arts et médias. La troisième et dernière partie, images et scènes politiques, analyse et déconstruit des œuvres et des contenus médiatiques afin de mieux en situer la portée politique. Mettre en perspective la construction des représentations médiatiques et artistiques restitue ainsi les enjeux et les discours politiques à l'œuvre. Ces enjeux politiques ainsi mis au jour enrichissent d'autres problématiques historiques aussi bien que sociétales, possédant leur autonomie en termes de discipline et d'approche. En résulte une véritable réflexion d'ensemble sur les acteurs, les discours et les enjeux de pouvoir à travers l'analyse des créations, des scènes et des dispositifs comme des institutions. Se dégage également une polysémie des formes et des contenus, allant de l'analyse des politiques des identités et des représentations, aux multiples appropriations politiques d'une grande variété de publics. Nous espérons que l'éventail d'articles offerts aux lecteurs ouvrira des pistes, fournira des outils ou des données qui enrichiront l'intelligibilité de problématiques transdisciplinaires des rapports du politique aux arts et médias. Puisque la connaissance nourrit la pensée démocratique et s'étend exponentiellement d'être partagée, cet ouvrage s'inscrit de fait comme une forme d'engagement, celui de mieux comprendre ce qui réside au cœur de l'organisation de nos sociétés, les arts et médias comme lieu du politique. Le comité de publication. Des politiques culturelles aux usages politiques. Financer et définir le court-métrage. Comment les politiques d'aide à la création dessinent-elles des catégories artistiques? Caroline Guiguet. Si les contraintes et les censures directes exercées par les détenteurs du pouvoir sur les créateurs et sur les œuvres comptent parmi les formes les plus visibles de l'action du politique sur les arts, un autre type d'influence, moins spectaculaire mais plus fréquent et central dans la mise en œuvre des politiques culturelles, est celui en apparence vertueux qui est exercé par les pouvoirs publics au travers des aides à la création.
Depuis l'établissement en France en 1946 du CNC, le Centre national de la cinématographie et de l'image animée, et depuis la création au sein de cette institution du système de l'avance sur recette à destination du long métrage en 1960, la politique de soutien au cinéma français a articulé autour des principes de défense de la qualité et de l'exception culturelle divers objectifs de politique publique, au premier rang desquels la démocratisation et la diversité culturelle. Or, la mise en place de ces aides fait émerger une difficulté et un paradoxe essentiel. Comment financer la création artistique sans la normer, la définir ou la restreindre? Autrement dit, comment élaborer des critères de choix et de qualité qui favorisent la création? La question s'avère épineuse lorsque l'on s'intéresse, parmi les différents types d'œuvres filmiques soutenues, à la sélection des courts-métrages. L'importance du soutien public à ce secteur en France est en effet croissante et même unique en Europe. Si les 13,8 millions d'euros que le CNC alloue à ces films en 2015 ne sont qu'une goutte d'eau, 3% pour son fonds de soutien, ils constituent en revanche près de la moitié des aides européennes aux courts-métrages et sont largement responsables de la forte institutionnalisation et professionnalisation de ce secteur au cours des 40 dernières années. En 2015, les soutiens publics représentent ainsi près de 76% du financement total de ces productions en France. Pourtant, si ce secteur peu commercial est très dépendant de ces subventions, nombreux sont les créateurs qui ne bénéficient pas de ces aides, qui sont les plus sélectives de toutes les aides du CNC. 6% des 1320 scénarios reçus en 2014 ont bénéficié de l'aide sélective au court-métrage. De ce fait, la légitimité et les critères de leur attribution posent question, surtout vis-à-vis de ces films auxquels les pouvoirs publics semblent adresser comme principale exigence celle-là même de la nouveauté, de l'audace, de l'originalité, de l'ébranlement des normes artistiques existantes, à distance donc d'une définition stable ou établie de la qualité. Nous prenons ici le cas précis de l'évolution et la construction institutionnelle de la catégorie du court-métrage au sein du CNC, afin d'interroger les rapports de force entre artistes et pouvoirs publics quant à la définition des catégories artistiques et de leurs limites. Quels sont les instruments de la normativité des institutions culturelles? Quelles sont les conséquences de ces aides et des politiques culturelles dans la structuration, l'évolution et la diversité d'un secteur artistique peu commercial? Il s'agit, en suivant les mondes de l'art d'Howard Baker, d'insister sur la dimension collective de la création artistique et de replacer les artistes et leurs films dans un contexte large de production et d'interaction incluant aussi les politiques. Nous nous sommes pour cela appuyés sur une 50aine d'entretiens avec des professionnels du secteur, une observation des commissions d'attribution des aides ainsi que l'analyse des archives du CNC. Définir, financer et classer le court-métrage, la renaissance d'une catégorie artistique et d'un secteur économique. Une telle catégorie artistique interroge le rapport entre pouvoir, savoir et art, car nommer, ranger, classer sont des pratiques essentielles de l'action publique, des instruments de la table d'opération de l'administration. Or, ces classements opérés par les politiques sont d'autant plus problématiques pour les arts que ces derniers prétendent souvent remettre en cause leur caractère arbitraire et que ne pas être définis sommairement, résumés ni expliqués est le privilège revendiqué par nombre d'artistes. Si l'on se penche sur le premier pouvoir de l'administration, celui de nommer, il apparaît que les différents décrets définissant le court-métrage lui ont fait au fil des décennies gagner des minutes, ou plus exactement des mètres. Le court-métrage est défini en 1940 par une longueur maximale inférieure à 1300 mètres de pellicule, à 1600 mètres en 1964 et en 1999, par une durée de projection inférieure à 1 heure. Mais ces évolutions révèlent l'arbitraire d'une définition uniquement fondée sur la durée et l'opposition au long métrage, qui est ainsi régulièrement remise en cause par les professionnels du cinéma. Ceux-ci déplorent l'aspect réducteur et peu flatteur de la définition. Cette catégorie est décrite comme un ghetto peu légitime dont il est par la suite difficile de sortir. Une large partie des professionnels n'y voit pas non plus un ensemble cohérent pour l'action publique. Sur le plan des enjeux socio-économiques, ce secteur regroupe en effet des films très divers, avec des budgets allant de quelques centaines d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros pour des films d'animation produits. Sur le plan esthétique, rares sont les créateurs qui défendent l'idée d'une originalité esthétique liée à la seule durée.
Sur le critère de la jeunesse et du renouvellement de la création, certains arguent du fait que réunir ces films et les premiers longs métrages au sein des dispositifs d'aide à la création ferait davantage sens. Cette catégorie est vue comme problématique par les acteurs de l'action publique eux-mêmes, à l'image de ce directeur de l'agence du court-métrage dans les années 1980, Armand Badéian, qui confessait lors d'une table ronde consacrée au secteur son impression d'une schizophrénie à l'idée de défendre des films de 59 minutes en ignorant ceux de 60 minutes. Ce cadre réglementaire est donc souvent perçu par les auteurs de courts-métrages demandeurs d'aide comme une imposition forcée d'un cadre heuristique en désaccord avec leur propre logique de création. Pour autant, l'ancienneté de la définition et la sédimentation des mesures politiques ont rendu difficile des évolutions à ce sujet, d'autant plus que ce secteur s'est fortement institutionnalisé, autonomisé et développé durant les 40 dernières années grâce à ces mêmes dispositifs de soutien. Leur analyse depuis les années 1950 révèle en effet une logique d'ajout successif de ces aides, dont la place en amont du processus de production puis la part automatique ont été renforcées pendant la période, créant une importance économique nouvelle du secteur du court-métrage avec un progressif mimétisme vis-à-vis du long-métrage. La sédimentation des aides est particulièrement notable, car aucune des trois aides principales n'a disparu ni fondamentalement évolué depuis les années 1950. Cette accumulation de mesures complémentaires s'explique par la succession et la coexistence de diverses politiques culturelles. Priorité à la production dans le cadre du redressement de l'après-guerre, exception culturelle, démocratisation culturelle tournée vers les pratiques des amateurs et diversité culturelle. L'autre explication d'une telle sédimentation semble être la volonté d'associer des critères de choix très divers pour résoudre les difficultés d'un concept de qualité introuvable pour le court-métrage, défini avant tout comme lieu de renouvellement et de formation. Contrairement au long-métrage, le critère fondateur n'a pas pu être de soutenir ce qui ne serait pas soutenu par le marché, puisque l'ensemble des courts-métrages a, pendant la période, accès à un marché très restreint. Nous ne présentons ici le contexte que des trois principaux dispositifs d'aide financière, même si de nombreuses autres mesures récentes, tournées vers l'audiovisuel, les innovations techniques et l'encouragement de la production en région ont aussi marqué la structure de ces aides. Jusqu'aux années 1980, longs et courts-métrages sont fortement associés au sein des dispositifs du CNC et les aides financières développées en faveur du format court servent d'essai à celles destinées aux longs-métrages, à l'image de la prime pour la qualité créée en 1953. Il s'agit alors de primer des films courts a posteriori, après visionnage, selon différents critères qui récompensent le succès public ou critique des films et encouragent le renouvellement technique et artistique du cinéma. Les films en couleur auront ainsi des prix réservés. Ce prix de qualité, faiblement doté, récompense actuellement des films généralement autoproduits et favorise une ouverture aux pratiques amateurs. À partir de 1968, est ajouté à cette prime un soutien sélectif a priori, sur scénario, miroir de l'avance sur recette réservée aux longs. Ce sera la contribution financière. À une époque où les producteurs de courts-métrages font face à de réelles difficultés financières, à l'image du producteur Pierre Braunberger, l'enjeu d'une telle aide est d'encourager la formation de futurs auteurs de longs-métrages. L'ambition des films sélectionnés est favorisée par les montants élevés de la contribution, censé permettre l'ensemble du financement du film, ce qui en fait l'aide privilégiée par les producteurs. Les années 1980 à 2000 constituent un tournant. Le court-métrage a en effet fortement bénéficié, dans la production comme dans la diffusion, du soutien du ministère Lang, représentatif des évolutions de la politique de démocratisation culturelle. Il ne s'agit pas tant d'encourager une meilleure accessibilité des œuvres légitimes, comme sous Malraux, que de légitimer des œuvres marginales et amateurs. De manière symbolique, en 1999, le court-métrage est détaché de la direction du cinéma et donc pour la première fois du long-métrage afin d'être reclassé et rattaché à la direction des territoires et des publics dans l'organigramme du CNC. Mais c'est aussi l'année de la création de la troisième aide principale au court, l'aide au programme d'entreprise de court-métrage. Conçue originellement par les administrateurs du CNC comme une aide sélective, après diverses négociations avec les professionnels du court qui en ont renforcé la part automatique,
Cette aide consiste à attribuer des aides pour la production de courts-métrages en prenant en compte la diffusion des films précédents des producteurs, notamment en festival ou à la télévision, ainsi que l'expérience et le dynamisme des sociétés qui produisent régulièrement du court-métrage. Elle reconnaît ainsi la professionnalisation du secteur et la pérennise. Ce qui était vu comme une passerelle éphémère vers le long est à présent considéré comme une fin en soi et voué à durer. L'idée est également de permettre une sélection sans scénario afin de favoriser des films au genre moins aisément soutenus à la contribution financière, à l'image de l'animation ou du fantastique. Les types de films soutenus varient donc d'une aide à l'autre de même que celles-ci répondent à des enjeux différents de politique publique. Reconnaître la création des amateurs, donner les moyens d'une ambition artistique équivalente au long métrage ou favoriser un tissu durable d'entreprises. Ce financement public du secteur a de fait engendré une véritable structuration socio-économique, alors qu'il n'était auparavant pas possible pour un producteur de vivre du court-métrage. L'aide au programme, notamment, permet la pérennisation des sociétés de production, qui sont 150 en 2014, 70 environ étant soutenues régulièrement. De ce fait, les films présentés en compétition dans les 10 principaux festivals en 2015 étaient majoritairement produits, quand ce n'était le cas que d'une minorité dans les années 1980. Surtout, les aides du CNC se sont accompagnées d'obligations de la part des auteurs et producteurs. Depuis les récentes lois sur les conventions collectives, tous les courts-métrages soutenus par le CNC doivent en effet rémunérer leurs équipes au salaire minimum, ce qui a engendré une nette hausse du coût moyen des films soutenus et des aides accordées. En conséquence, deux vitesses du court-métrage se distinguent, entre insiders et outsiders. Des films très largement subventionnés, parfois également achetés par des télévisions, dont les programmateurs siègent souvent au sein des commissions, et des films bénéficiant des aides régionales ou autoproduits au budget bien plus faible. Ceci a amené à la dénonciation d'une logique de rente et de concentration par les auteurs moins favorisés du secteur. Ce n'est en effet pas tant le nombre de courts-métrages aidés qui a augmenté depuis 1950, environ 150 par an dans les années 2000, dont 90 avant réalisation, contre une cinquantaine par an dans les années 1950, que le montant des aides apportées au CNC à ce format, multiplié par plus de 10. La sélection et les écarts entre les films subventionnés et les autres se sont donc considérablement accrus, alors que par ailleurs le nombre de courts-métrages réalisés en France a très fortement augmenté. Ces écarts sont d'autant plus critiqués que le numérique a permis une certaine égalisation des conditions de production, et que de l'avis des administrateurs du CNC eux-mêmes, la qualité esthétique est de moins en moins corrélée au budget des films. Nombre de professionnels plaident ainsi en faveur d'une diminution du montant des aides au profit d'une redistribution plus large de celles-ci, mais le CNC est restreint par ses engagements liés aux conventions collectives. Au-delà de la logique économique, ces discours insistent également sur l'idée que la notion de contrainte devrait rester un élément central de l'esthétique de ces films. La définition du court-métrage, socio-économique ou esthétique, est donc en permanence discutée dans le processus d'élaboration de ces dispositifs et l'on perçoit de nombreuses contradictions à ce sujet. Alors que le discours officiel du CNC place le court-métrage dans le domaine non commercial et l'éducation à l'image au sein de sa nouvelle direction, et que la diffusion de ces films en salle est marginale depuis les années 1970, la professionnalisation des cours est dans les faits renforcée par la politique de soutien. La marginalité et l'autonomie du cours au sein du CNC a donc paradoxalement coïncidé avec son développement et s'accompagne d'une hésitation constante de la part des pouvoirs publics dans la définition de ce format, entre professionnels et amateurs, passage ou genre en soi, spécificité socio-économique ou esthétique. Par ailleurs, ces aides ont créé des dépendances et des habitudes au sein de la profession et ont contribué à modeler l'esthétique des films. Si le financement public a joué un rôle capital dans l'essor socio-économique de ce secteur, quel rôle a-t-il joué dans la forme des films soutenus ? Le court est-il devenu un format ou un genre normé par le soutien public ? Des normes socio-économiques aux normes esthétiques ? Les aides au court-métrage et leur aspect majoritairement sélectif plus qu'automatique ont fait évoluer les caractéristiques de ces films depuis les années 1950.
Les premières primes à la qualité dans les années 1950 engendrent ainsi à l'époque un pic esthétisant, avec une croissance des films prenant l'art comme sujet, encouragée par les commissions. Celles-ci souhaitaient en effet rompre avec le style des courts-métrages commandités par les administrations. Par ailleurs, les films soutenus dans les années 2010 sont très différents des courts-métrages qui mettaient en avant dans les années 1960 les contraintes et le pouvoir revendicateur et subversif de ce format, à l'image des cinétracts de 1968. Alors que les courts-métrages étaient souvent appelés « première partie » dans les années 1960 à 1970 du fait de leur variété, entre documentaire, fiction et animation, aux côtés des journaux filmés, le profil des films soutenus dans les années 2000 à 2010 montre au contraire la part très majoritaire du cinéma de fiction, plus de 80% 13, encouragé par les commissions du fait du déplacement du documentaire vers la télévision. L'animation, coûteuse, semble minorée par le fonctionnement des commissions. La primauté du scénario la pénalise de même que les chiffrages des aides établis sur les moyennes des films de fiction. Deuxième exemple notable d'évolution, la longueur moyenne des cours soutenus par le CNC n'a cessé d'augmenter depuis les années 1990, avec comme conséquence le renforcement d'une logique de l'offre, car les moyens métrages sont très difficilement diffusés en festival et plus encore à la télévision. Ce sont pourtant ceux qui bénéficient des aides les plus conséquentes, puisque celles-ci sont chiffrées en fonction de la durée. Les professionnels et les membres du CNC défendent de plus ce format au sein des commissions pour une raison esthétique autant que stratégique. Il s'approche en effet des réalisations esthétiques des longs métrages et permet de la sorte de répondre aux critiques, internes ou externes au CNC, qui portent sur le manque d'aboutissement et de maturité artistique des courts-métrages. Si une normativité esthétique semble donc provenir de ces dispositifs, il est moins évident de savoir si elle résulte d'un choix volontaire de l'administration, du manque des moyens garantissant une forme d'équité, de la progressive fermeture du secteur sur lui-même, ou d'une autocensure des candidats engendrée par les mythes circulant autour des films soutenus. La prévalence d'une culture de l'écrit pour la contribution financière, assimilée par le syndicat des réalisateurs de films à une dictature du scénario, s'observe en effet essentiellement au sein des premières commissions de lecture, moins expérimentées et dominées par les producteurs. Les termes de caractérisation des personnages, de récit, mais aussi l'adaptation aux moyens financiers, reviennent très fréquemment pour ces films pourtant courts, parfois expérimentaux ou non dialogués, à l'exclusion parfois totale des considérations de mise en scène ou d'originalité qui sont en revanche davantage évoquées dans les commissions plénières où dominent les diffuseurs. Elle aboutit à rendre plus difficile la sélection de certains genres, tels que l'animation, la comédie ou le fantastique. Pourtant, les auteurs interrogés ont tendance à surestimer ce facteur et à sous-estimer la part réellement soutenue des films de ce type. Le conflit de légitimité qui se joue entre les auteurs, qui affirment jouer double jeu et présenter des scénarios très écrits oubliés au tournage, et les pouvoirs publics qui tentent de dépasser une fonction de simple guichet, engendre un certain fantasme et une autocensure parfois injustifiée. D'autre part, l'importance des règles non écrites dans l'aide au programme, qui mêlent dispositifs automatiques et sélectifs sans en préciser l'orchestration, engendre aussi des phénomènes d'autocensure et un avantage aux demandeurs expérimentés et déjà professionnalisés de ce champ culturel, comme en témoigne la quantité des documents à fournir. En 2014, la préparation de cette aide avait réclamé de vérifier près de 7000 documents attestant de diffusions diverses. La fermeture du secteur sur lui-même est ainsi questionnée. En effet, normes esthétiques et socio-économiques sont liées. À la différence des commissions des années 1950 qui incluaient des critiques, universitaires, réalisateurs de longs ou autres artistes, comme c'est encore le cas pour l'avance sur recette, les commissions des années 2000 à 2010 rassemblent exclusivement des réalisateurs et des producteurs de films courts ainsi que des diffuseurs télévisuels avec des conflits des apostrophes. Intérêt mais surtout une évaluation par les pairs, qui rend difficile la sélection de la nouveauté. Ce tropisme professionnel amène à calquer tant les ambitions que les méthodes de sélection sur l'esthétique des longs métrages, qui constituent la norme à atteindre pour ces professionnels, alors que le court-métrage pourrait, selon d'autres producteurs, être l'occasion de valoriser d'autres critères et sources d'évaluation que le scénario, à l'image des rushs.
Si le fort soutien de l'État au court-métrage semble avoir sur le long terme encouragé un format identifiable et plus pérenne, il est pour autant difficile de parler d'un véritable genre, du fait de sa faible identification par les spectateurs, de la diversité des esthétiques de ces films et de leurs conditions de production variées. Conclusion. Les critiques au sein de la profession se sont élevées récemment pour pointer la dépendance des projets de films courts aux aides sélectives du CNC et le risque d'une faible diversité de la création. En témoigne un article récent d'Écran Total fustigeant l'incapacité de ces aides à encourager les comédies et les films de genre, ou la décision du jury menée par Mathieu Amalric en 2004 au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, de ne décerner aucun grand prix, jugeant que la production, trop homogène, manquait d'originalité. Les films soutenus, accusés de formatage, sont en effet ceux qui sont les plus vus, qui circulent le plus en festival et à la télévision, d'où une possibilité à travers eux de normalisation de toute la filière. Conscients de devenir des prescripteurs dominants de ces œuvres lors de la création, les administrateurs du CNC ont essayé de créer depuis le milieu des années 2000 des contre-pouvoirs, en réservant une part des aides aux nouveaux entrants, en créant des quotas pour des films très courts ou en abondant les aides apportées par les régions. Il s'agissait de revaloriser ainsi le principe de diversité culturelle, face à une prise de conscience des limites de la représentativité de cette porte d'entrée du cinéma au CNC. Le numérique a en effet reposé la question de la légitimité des frontières entre amateurs et professionnels. Le nombre de projets soumis ne cesse en effet d'augmenter alors que ces aides sont déjà les plus sélectives de l'institution, au point que le court-métrage fait parfois figure de citadelle assiégée au CNC. Loin du modèle de la liberté artistique pure du créateur, cette étude de cas révèle l'intrication entre art et politique. L'art peut être le lieu de l'invention et de la remise en cause des politiques, mais la politique est aussi le lieu de la définition des arts, de leur légitimité et de leurs limites. Politique culturelle publique et financement de l'équipement numérique des salles de cinéma en France. Clément Salamand. Depuis le début des années 1990, nombreux ont été les débats institutionnels, les discussions, rencontres entre professionnels, s'interrogeant sur les modalités du passage au numérique de la salle de cinéma, principalement sur l'exigence d'une norme technique pour garantir la qualité de la projection puis surtout, sur la recherche de son modèle de financement. La sortie d'Avatar de James Cameron en décembre 2009 a considérablement accéléré le processus d'équipement en projecteurs numériques, si bien que la France peut s'enorgueillir d'un succès certain puisque l'entièreté du parc de salles est équipée depuis la fin de l'année 2014. Cet article se propose d'étudier l'action menée par les pouvoirs publics français pour permettre et faciliter l'entrée du dernier maillon de la chaîne cinématographique dans ce paradigme numérique. La question du passage à la projection numérique est assez complexe et il est impossible de saisir l'entièreté des enjeux économiques, techniques, sociaux et politiques qui jalonnent la filière ne serait-ce que sur cette seule question. Il s'agit ici de tenter de restituer à la fois une chronologie, une logique de raisonnement, une démarche pour comprendre l'action des pouvoirs publics dans le cadre de ce passage à la projection numérique, avec au cœur de notre réflexion une double interrogation. Pourquoi et comment les pouvoirs publics interviennent-ils dans cette mutation technique, c'est-à-dire quelle politique culturelle est mise en place? Plus largement, ce sont les stratégies d'acteurs et les effets du choix d'une politique donnée qui sont ainsi questionnés. Les prémices du numérique. Le passage à la projection numérique est impulsé par les majors hollywoodiennes, qui dès 2002 se réunissent pour émettre une série de recommandations techniques, dites « recommandations DCI », rendues publiques en 2005. Y sont préconisées des caractéristiques techniques préférables, voire nécessaires pour projeter les films en numérique, ce qui donne lieu en France à une norme obligatoire de qualité de projection. Parallèlement, la France réfléchit aux conditions du passage, mais sans trop l'anticiper car le numérique n'est pas considéré comme un besoin mais plutôt comme une évolution possible. Le 16 décembre 2009, Avatar fait son entrée sur les écrans français. Véritable mythe technologique, la 3D du film James Cameron, annoncée comme révolutionnaire et permise par la technologie numérique, nourrit de grands espoirs commerciaux. Avec plus de 14,5 millions d'entrées en France, les 3/4 étant des séances en 3D,
Avatar est un franc succès commercial. Afin de pouvoir bénéficier de la 3D, les salles doivent donc s'équiper en projecteurs numériques. Dès lors, les studios ainsi que les distributeurs en général sortent progressivement leurs films en version numérique, avec comme finalité à court terme un plan de sortie intégralement en numérique. En effet, la logistique du travail sur double support avec des copies 35 mm et numériques est jugée trop contraignante. À la recherche d'un modèle économique. Parallèlement aux recommandations techniques émises au début des années 2000, les majors hollywoodiennes élaborent, en concertation avec des fabricants de matériel de projecteurs numériques, un modèle de financement de l'équipement. Celui-ci consiste en l'instauration d'une taxe, appelée VPF, Virtual Print Fee ou frais de copie virtuelle, que paye le distributeur qui fait des économies sur le tirage des copies de films à l'exploitant. Cette contribution numérique vise à répartir les coûts d'équipement engendrés par cette mutation technologique. Ce modèle a pour but un rééquilibrage des dépenses à moyen terme entre distributeurs et exploitants, mais pour disposer de la somme importante nécessaire à l'achat des projecteurs, les majors font appel à des tiers investisseurs qui peuvent être des fabricants de projecteurs ou des laboratoires comme Technicolor. Ces tiers passent des accords avec les distributeurs qui leur reversent une contribution numérique pour les rembourser. En pratique, ce modèle de financement cause d'importantes inégalités d'accès des films aux salles, puisque pour un distributeur non signataire d'accord avec un tiers, le coût de la contribution, fruit de négociations entre les différents acteurs, peut être bien plus élevé que pour un distributeur signataire. Concrètement, le distributeur peut donc être amené à refuser de programmer un film dans une salle pour des raisons de montant de la contribution. Par conséquent, cette situation questionne la liberté de programmation des distributeurs et des exploitants. Du fait de cette situation, le modèle des tiers est au départ rejeté par les professionnels français, qui continuent à réfléchir à un modèle de financement dit adapté à la France. Cependant, certains acteurs privés n'attendent pas qu'un modèle émerge de la part des professionnels et des politiques publiques, si bien qu'en 2007, le circuit CGR équipe son parc de salles grâce au tiers investisseur britannique Art Alliance. La même année apparaît un tiers investisseur français, Imagis, qui équipe quelques années plus tard les circuits UGC et MK2. La réticence face au modèle du tiers investisseur malgré ses initiatives d'ordre privé reste au départ très présente. En revanche, le principe de la contribution numérique payée par le distributeur, quoique controversé également pour un grand nombre de professionnels, s'impose plus rapidement. Si le modèle économique du tiers investisseur est contesté, c'est parce qu'il ne peut, tel qu'il a été pensé, être applicable à la diversité des salles de cinéma françaises. Précisons que la France compte, en 2015, 2033 établissements cinématographiques, soit 5741 écrans actifs sur le territoire. La diversité des salles de cinéma et donc les disparités entre les situations économiques des unes et des autres sont telles qu'il est impossible pour la petite exploitation, qui représente plus de 70% des cinémas en France, dont plus de 80% sont des salles art et essai, de s'équiper via ses fonds propres. Si la transition semble inévitable avec l'arrivée d'Avatar et a d'ailleurs d'ores et déjà débuté dès 2007 pour certaines salles d'un certain type d'exploitation, les circuits d'exploitation nationaux, la majorité des salles du parc français ne peuvent s'équiper par le biais d'un tiers investisseur. Les salles de la petite exploitation ne sont pas compatibles avec le business model des tiers investisseurs et donc ne les intéressent pas car elles ne touchent pas, ou pratiquement pas, de contribution numérique. En effet, le fait de percevoir ou non des contributions dépend de la semaine de programmation du film. Les contrats VPF que les tiers passent avec les distributeurs ne concernent que les premières semaines d'exploitation des films. En résumé, seules les salles de cinéma projetant des films récents perçoivent des contributions. Autrement dit, les tiers ne financent que les salles qui leur permettent d'amortir leur investissement, qui est calculé en fonction d'un certain nombre de sorties nationales par année. Le choix d'une intervention des pouvoirs publics. C'est cette situation d'inégalité de fait qui pousse les professionnels et les syndicats en concertation avec les pouvoirs publics à réfléchir à des solutions pour adapter le modèle en France en prenant en compte la diversité des salles afin qu'elles puissent s'équiper. Cette intervention n'est pas obligatoire.
Nous pouvons en effet imaginer une exploitation à 2 vitesses avec un circuit de distribution de films en numérique et un autre resté en 35 mm, mais cela induirait que certains films soient destinés uniquement à certaines salles, et inversement que certaines salles n'aient vocation à diffuser qu'un certain type de film. Une autre solution serait, comme cela est le cas dans de nombreux pays, de laisser les salles ne pouvant supporter le coût de la transition tout simplement fermées. Seulement, ce n'est pas dans la tradition française de politique de soutien. L'enjeu pour les pouvoirs publics français réside dans la défense et la promotion de la diversité culturelle. Leur politique de soutien, basée sur un modèle économique vertueux de redistribution, s'en fait la garante. En témoigne le discours de présentation du bilan du CNC de 2006 fait par le ministre de la Culture à Cannes. Notre objectif premier est la défense de la diversité culturelle. La technique ne doit pas imposer ses lois, ni ses impératifs, qui dans tous les cas doivent être maîtrisés et adaptés à nos exigences communes. La numérisation des contenus est un formidable moyen au service de la diffusion de la culture. Elle ne doit en aucun cas la mettre en péril, mais au contraire participer à son développement. Le CNC, Centre national de la cinématographie et de l'image animée, se veut être le relais d'une politique culturelle en faveur de la diversité. Il est le régulateur du marché, et a comme vocation d'accompagner la transition numérique autour de la défense de l'intérêt général, ce dernier gravitant autour de 3 notions essentielles. Le principe de liberté et de transparence, l'autonomie des acteurs et l'accès de tous aux informations. L'attachement au respect de l'identité et de la diversité culturelle. Ne pas uniformiser le marché culturel afin que les créations ainsi que leur diffusion soient possibles sans obligations éditoriales en arrière-plan. Enfin, le principe de solidarité. C'est au nom de la cohésion entre ces 3 grands principes que se construisent les politiques culturelles françaises, notamment en matière de passage au numérique pour la diffusion cinématographique, qu'il s'agit dès lors d'étudier. La création et l'échec du fonds de mutualisation. Grâce à l'arrivée du support de projection numérique, les distributeurs bénéficient d'économies de fabrication des copies, et un relatif consensus s'établit en France autour de la nécessité de mettre à profit ces économies pour l'équipement des exploitants. La majorité des professionnels acceptent donc un modèle économique basé sur le principe d'une contribution numérique, VPF, que le distributeur verse à l'exploitant dans les premières semaines d'exploitation d'un film. Les principaux professionnels et syndicats concernés se réunissent, en concertation et dialogue constant avec les pouvoirs publics. De ces rencontres naissent plusieurs groupes de réflexion, dont le CIN, le collectif des indépendants pour le numérique, regroupant une quinzaine d'organisations professionnelles et associations d'auteurs, producteurs, distributeurs et exploitants autour de la réflexion sur le passage à la projection numérique et l'élaboration des modèles économiques de financement de l'équipement. En septembre 2007, le CNC constitue un groupe de travail sur le modèle économique du cinéma numérique, dont il confie la présidence à Philippe Lévrier, composé de plusieurs membres de la Fédération nationale des cinémas français, de la Fédération nationale des distributeurs français, et du syndicat DIR, représentant plus d'une dizaine de distributeurs indépendants les plus importants en termes de poids économique. Plusieurs groupes de réflexion s'attellent à l'élaboration d'un modèle de financement du numérique, et il convient de préciser qu'au vu de notre enquête de terrain, un flou réside quant à la paternité du modèle en premier lieu envisagé et détaillé ci-après. Suite au rapport du groupe publié en août 2008 offrant différents scénarios de mise en pratique d'un modèle économique permettant à tout le passage au numérique, le CNC dévoile sa proposition en septembre 2009. Le modèle présenté consiste en la création d'un pot commun à l'échelle nationale, destiné à toutes les salles pour leur permettre de financer leur équipement. Il s'agit donc, sur un principe de solidarité, de créer un fonds de mutualisation. Le principe est le suivant. Le fonds recueillerait des contributions des distributeurs, VPF, par copie, et verserait en retour aux exploitants des mensualités sur plusieurs années permettant de couvrir en grande partie le coût de l'équipement numérique. Le dispositif serait ouvert à tous les exploitants désireux de bénéficier du fonds. Les exploitants auraient donc le choix d'adhérer à ce fonds, ou de passer par un tiers investisseur privé. Soumis à l'avis de l'autorité de la concurrence,
Le projet est cependant rejeté en février 2010 sous justification que l'intervention directe du régulateur sectoriel, le CNC, est de nature à créer d'importantes distorsions de concurrence, voire à éliminer toute concurrence sur le marché du financement du cinéma numérique. L'autorité de la concurrence estime que le CNC ne doit pas être en concurrence avec les acteurs privés, au risque d'avoir un avantage concurrentiel qui entrave la concurrence libre et non faussée. Elle reconnaît l'intérêt général de l'intervention des pouvoirs publics pour un certain type de salles, mais estime la solution proposée trop restrictive au regard du droit de la concurrence nationale et européen. Le plan B du CNC, une action en double volet. De nouvelles mesures sont alors prises par le CNC, la création d'un dispositif d'aide à la numérisation sur lequel nous allons revenir, Cinénom, et l'instauration d'un volet législatif, la loi numéro 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements cinématographiques, légiférant sur l'obligation de payer une contribution numérique durant les premières semaines d'exploitation des films. Comme il est expliqué plus haut, la somme que représentent ces contributions dépend de la capacité des salles à générer des VPF. Si elles ne diffusent pas ou peu de films dans les premières semaines suivant la sortie nationale, elles ne touchent pas ou peu de VPF. La fixation du montant des contributions est propre à chaque négociation établie directement entre le distributeur et l'exploitant, ou via l'intermédiaire d'un tiers collecteur. Il est précisé dans la loi que le versement de VPF doit être assuré jusqu'à la couverture du coût total de l'installation, sur une durée maximale de 10 ans après la première installation et ce jusqu'en 2021, quelle que soit la date initiale de numérisation de la salle. La loi emprunte ainsi un modèle économique conçu et organisé dans une économie de marché, États-Unis, pour l'adapter dans un système régulé. Finalement, cela revient peu ou prou à créer une loi de régulation qui organise le secteur de manière moins flagrante et rigide que ce qui avait été pensé avec le fonds de mutualisation. Sont imposées aux acteurs les modalités de financement, mais ils sont laissés libres de trouver comment s'organiser dans la limite de ce qu'autorise ou interdit la loi, ce qui vaut régulièrement à cette loi d'être qualifiée d'usine à gaz par les professionnels du secteur. Le deuxième volet mis en place par le CNC à partir de l'automne 2010, parallèlement à la loi, est la création d'un dispositif d'aide à la numérisation via la plateforme Cinénom, qui répond à la volonté des pouvoirs publics de ne pas avoir de désert cinématographique. C'est une aide sélective qui s'adresse aux salles n'ayant pas les moyens d'amortir leur investissement via les contributions numériques. L'intervention du CNC est alors mixte. Une aide sous forme de subvention et une part d'avance remboursable en fonction des contributions numériques percevables estimées. Le CNC charge la Commission supérieure technique de l'image et du son, CST, de vérifier la viabilité technique des devis des salles, l'objectif du dispositif étant qu'aucune salle ne ferme à cause du passage au numérique. En réalité, une grande partie des salles ne percevront jamais de VPF et ne pourront donc jamais rembourser la part d'avance qui deviendra de fait une subvention. Entre l'automne 2010 et décembre 2013, le dispositif d'aide du CNC participe à hauteur d'un peu plus de 80 millions d'euros au financement de l'équipement de plus de 1300 établissements cinématographiques, soit plus de la moitié des cinémas en France, ce qui ne correspond pas, précisons-le, à la moitié en termes d'écran. Conclusion. Le modèle économique de financement du numérique dans la salle de cinéma né aux États-Unis, adopté et adapté par la France, visait une répartition des coûts de l'équipement sur l'ensemble des branches de la filière cinématographique dans l'intérêt de tous les acteurs, afin que la transition soit effectuée le plus rapidement possible. L'institutionnalisation d'un modèle économique constitue un enjeu politique. Le choix du modèle en question résulte d'une impression de non-choix, car comme le rappelle Michel Gomez lors du congrès de la FNCF de 2014, la transition a commencé par le marché et la loi l'a rattrapé. Le choix politique réside dans la décision d'encadrer et de rendre obligatoires ces contributions au nom du maintien de la diversité culturelle. La loi est un succès dès lors qu'elle remplit sa mission, permettre à tout le passage au numérique. C'est un enjeu politique que de choisir de permettre aux salles, à toutes les salles, aussi différentes soient-elles, de passer au numérique et ainsi préserver l'identité culturelle du pays. Enfin,
C'est un enjeu politique car les législateurs ont décidé par cette loi de garantir la neutralité et l'équité des conditions de financement en instituant la séparation entre les choix de programmation et le versement des contributions numériques. Le fonds de mutualisation imaginé et proposé initialement aurait pu suffire, selon ses initiateurs, à financer la transition numérique via la récolte de VPF, à condition de mutualiser. Suite à l'avis de l'autorité de la concurrence, c'est un autre choix qui a été fait. C'est un choix politique que de décider que le secteur professionnel ne finance pas l'équipement des salles non rentables. C'est également un choix que d'imposer le paiement et la réception de VPF à tous, alors que certains grands groupes d'exploitation auraient pu certainement s'en passer. Les arts et médias, ici le cinéma, se font alors un lieu du politique en étant le terrain d'expression d'une politique culturelle de soutien à l'industrie cinématographique, ayant pour objectif le passage à la projection numérique de l'entièreté des acteurs du secteur. Avec 100% des écrans actifs numérisés sur le territoire, tout mode de financement confondu, cette politique publique a atteint l'objectif qui lui a été fixé. Les enjeux futurs auxquels vont devoir faire face la filière cinématographique ainsi que les pouvoirs publics à plus ou moins long terme sont cependant légion, au premier rang desquels la question du renouvellement du matériel et donc de la pérennisation d'un modèle de financement, encore inconnu à ce jour, bien que la question soit débattue, dans un paradigme gouverné par un renouvellement technologique permanent, puisque la loi met fin au VPF en 2021 ou plus tard. Le problème, via la politique culturelle menée, aurait-il été seulement repoussé ? Peut-on envisager un renouvellement des VPF, une nouvelle répartition des aides publiques, notamment du soutien automatique à l'exploitation du CNC, une nouvelle taxe, l'augmentation du prix du billet pour le spectateur ? L'enjeu de demain est double et se cristallise autour de deux aspects. Un enjeu financier pour trouver un modèle de financement des coûts de fonctionnement du numérique, maintenance et renouvellement de l'équipement. Sur le long terme, un enjeu de régulation face à un secteur où s'exerce un important phénomène de concentration, comme c'est généralement le cas au sein des industries culturelles. Jusqu'à présent, la question de la régulation est restée en arrière-plan parce que les VPF produisent un effet régulateur sur la programmation des films. En effet, bien que soit stipulé dans la loi le principe de séparation des VPF de la programmation, le coût marginal d'une copie dans les premières semaines d'exploitation d'un film reste important puisque le distributeur doit payer un VPF à l'exploitant. Lorsque ceux-ci disparaîtront, ou s'ils disparaissent, selon les points de vue, se pose notamment la question de l'évolution des plans de sortie des films dès lors que le coût marginal, c'est-à-dire la copie supplémentaire que l'on peut donner à un cinéma, tend à devenir quasi nul, et c'est en cela que ce double enjeu économique demeure un enjeu politique. El Barro Clero Postconciliar en la Cinematografia Tardofranquista, Sor Citroën, Pedro Lasaga, 1967, Ise Armo El Belén, J.L. Sáenz de Heredia, 1969. Olga García de Fez. La cuestión religiosa ha estado presente en la cinematografía española desde sus origen, generando una producción minoritaria pero constante, formada por grupo de film donde el hecho religioso se muestra a través de ideas, concepciones, actitud y dogma de fe cristianos, expreados verbal o iconográficamente, o por medio de argumentos que recogen liturgia, figura del clero, relatos hagiográficos y escenas bíblicas. Su evolución, paralela a los sucesivos regímenes políticos, encontró en algunos periodos, como el primer franquismo, un especial apogeo debido a su utilización como medio vehicular de un nuevo discurso creado en torno al catolicismo como una de sus esencias ideológicas. La relación entre Iglesia y dictadura franquista, gestada en los inicios de la guerra civil y desarrollada en las décadas siguientes, fue única por el nivel de simbiosis alcanzada y por ser desconocida en cualquier otro régimen similar, teniendo, como bien es sabido, dos puntos de inflexión. El primero data de 1953, con la firma del concordato entre el Estado español y la Santa Sede precedido por acuerdos en 1941, 1946 y 1950, y el segundo coincide con el Concilio Vaticano II, 1962 à 1965,
acontecimiento que marcó el periodo tardofranquista y cuya repercusión solo puede entenderse por la imbricación dada entre la institución eclesiástica y el Estado. Las modificaciones teológicas, litúrgicas y evangélicas que introdujo el concilio pusieron a prueba la homogeneidad interna de la Iglesia, parte de la alta jerarquía y algunos sectores más conservadores mostraron sus reticencia o abierta oposición, y sus relaciones con el Estado, ya que el adjournamiento promovido desde el Vaticano la obligaba a seguir unos nuevos dictamen que no se respetaban en España desde el final de la guerra, el derecho a la libertad religiosa. Este concilio vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, la autonomía de la Iglesia respecto al Estado. La libertad de la Iglesia es un principio fundamental en las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil. La Iglesia vindica para sí la libertad en la sociedad humana y delante de cualquier autoridad pública, puesto que es una autoridad espiritual, constituida por Cristo Señor. Y la independencia del clero para elegir a sus máximos representantes. El Sagrado Concilio Ecuménico declara que el derecho de nombrar y crear a los obispos es propio, peculiar y de por sí exclusivo de la autoridad competente. Puntos importantes que generaron inevitable roces con un código que veía como uno de sus pilares, que literalmente lo había colocado bajo palio, se tambaliba, cuyas constantes epistolares dirigidas al Papa Pablo VI eran desoídas y quien finalmente tuvo que firmar una nueva ley en 1967 que establecía que el Estado español reconoce el derecho a la libertad religiosa fundado en la dignidad de la persona humana y asegura a accentegu esta, con la protección necesaria, la inmunidad de toda coacción en el ejercicio legítimo de tal derecho. Al mismo tiempo que insistía en que este derecho estaba limitado por el respeto a la religión católica, que es la de la nación española. De estas conexiones e interacciones entre la religión católica, representada por su institución, las distintas fases políticas del país y la cinematografía española surge el presente texto que, sin ánimo ni posibilidad de ser exhaustivo, se centra en el periodo del tardofranquismo y plantea la cuestión de cómo el cine popular reflexionó acerca de las consecuencias del concilio. Para ello se ha procedido al estudio de caso de un corpus reducido a 2 films realizados respectivamente en 1967 y 1969 que comparten a Rafael G. Salvia como guionista. Están protagonizados por miembros del barro clero regular que conectan de forma directa con la sociedad del momento a través de su labor pastoral, asumen en sus argumentos la existencia del concilio, son clasificados como film populares en sentido cualitativo y cuantitativo y finalmente, bajo la aparente frivolidad y ligereza de la comedia, construyen discurso preciso acerca de su contexto. Monras motorizadas y ámbito público. En este ambiente de repentino distanciamiento entre algunos sectores eclesiásticos y de fieles y un estado confesional estupefacto ante el seguimiento postconciliar, se produjeron Sor Citroën y se armó el Belén, cuya adscripción al subgénero de film de sacerdote y monjas interpretados por estrellas del Star System Nacional los relaciona con títulos como El Padre Manolo, El Torado 1966, El Padre Coplila, El Coma 1969, La Novicia Rebelde, El Lucia 1971 ou Un Curita Cañón, El M. Delgado 1974. Sor Citroën, fijada en la memoria colectiva española como la historia de una monja con dificultad para conducir, es una comedia blanca que mezcla componentes del melodrama clásico, pérdida y recuperación de un niño, con situaciones cómicas visualmente heredadas del slapstick norteamericano. Dotada de una polisemia que permite su clasificación como comedia popular, comedia costumbrista del desarrollismo y comedia simple. También contiene en su interior la asimilación del contexto postconciliar al presentar la quiebra que se producía entre el poder eclesiástico y el poder civil a través de un guion con una estructura clásica de presentación, nudo y desenlace que, sin embargo,
no recoge allusión directa al concilio, salvo el comentario de un sacerdote que desde el tren al cual da la señal de partida la monja Sor Tomasa en la estación de tren de su padre, dais, lo que no ha traído el concilio. Pero la microhistoria que narra la reubicación de dos hermanos huérfanos que son separados en sendos orfanatos y un acercamiento más detalado a determinadas escenas, sobre todo al desenlace, muestra un posicionamiento del film ante el contexto del cual participa, ya que plantea una brecha entre el poder religioso y el civil, desvinculando ambos ámbitos y otorgando a la institución eclesiástica una independencia que puede suponer una apuesta por una evolución de la Iglesia desligada del poder gubernamental del momento. Algunos autores han interpretado la impericia al volante de la monja del film de la saga, origen de la mayor parte de los gags cómicos, como una referencia simbólica a los problemas de la Iglesia española para asimilar una modernidad que comenzaba a cuajar y que se manifestaba en los problemas cotidianos de un barrio clero más cercano a la realidad social. Pero a estas dificultades de la protagonista para utilizar un medio de transporte que, en la sociedad española era la explicitación de un nuevo orden desarrollista y consumista, lo acompañan en el film una serie de actuaciones donde la monja, traspasando el espacio privado del convento y lanzándose al espacio público, impone al resto de personajes unas convicción moral que parecen avalada por el mismísimo Dios. Y así cuando desvela quejas de una conocida que sufre maltrato marital, cuando se niega a pagar una multa por estacionamiento incorrecto o cuando reposta en una gasolinera sin abonar el consumo. Traslación directa de algunos principios católicos, como la concepción patriarcal del matrimonio y la limosna, pero sobre todo, cuando ni ella ni la Madre Superiora avisan a la policía tras la desaparición de uno de los niños. En un artículo sobre la aplicación del método iconológico a varios films españoles, se afirma que Sor Citroën refleja los cambios provocados en la España del desarrollo, y más concretamente el auge del sector industrial del automóvil, y que Sor Citroën formaliza en su discurso audiovisual un proceso no exento de dificultad, la implantación social del automóvil en España. Si bien es cierto y el coche tiene especial relevancia como elemento simbólico del desarrollismo, nuevo objeto industrial y elemento popular de consumo, a este análisis se puede añadir la condición clerical de la protagonista, que no responde solamente a necesidades narrativamente cómicas, sino que determina un metatexto que alude a su contexto económico pero también religioso. Pero es en el desenlace del film donde la protagonista fuerza la separación entre poder religioso y civil al adoptar como solución que los niños vivan con su propio padre sin consultar ni con la policía, ni con el juzgado tutelar de menor, ni con la Madre Superiora de su orden, creando una situación que incluso se aleja del modelo familiar nacional católico imperante y que es convenientemente suavizada visualmente, ya que en un sencillo découpage de las últimas escenas se puede observar cómo en ningún plano aparecen dentro de campo los hermanos y el padre a la vez, salvo en el último fotograma panorámico que recoge la palabra fin. De esta forma, la única autoridad a la que se somete la monja durante todo el film es a la divina, ya que de forma consciente elude la ayuda de las instituciones civiles, incumple el código de circulación, rehúsa pagar la multa, desobediece el voto de obediencia y cuestiona la jerarquía eclesiástica al actuar por su cuenta. Cura de extrarradio y herpos conciliar. Por su parte, la película escrita y dirigida por Sáenz de Heredia forma parte del ciclo de films protagonizados por Paco Martínez Soria durante el tardofranquismo, coincident en recoger varias de la brecha, cambios y novedades que caracterizaron los años 60 españoles con una clara inclinación hacia su asimilación en el ámbito económico pero no en el moral y social. En este caso, se presenta un argumento que, siguiendo el modelo basado en la acción correctora del protagonista y perpetuando un personaje estereotipado,
plantea la dualidad tradición-modernidad aplicada al ámbito religioso. En el año 1970, la revista Cine Española constató su relación con el momento posconciliar. Tema de oportuna actualidad del cura de edad de ideas anticuadas que, destinado para ejercer su apostolado en un barrio de los suburbios de Madrid, en el que el clima revolucionario y el carácter antirreligioso de sus feligres hace fracasar todos los intentos del buen cura para atraerlos. E amonestado y requerido por el arzobispado para renovar sus métodos y actualizarse tomando como ejemplo el de una parroquia moderna, que, regida por un joven párroco, es considerada como modelo. Nuestro viejo cura trata de llevar a su ambiente lo que ha visto en la parroquia modelo, resultando una serie de divertidas peripecias. Por encima de toda ideología se impone la abnegación y buena fe de nuestro cura, ganándose el afecto y simpatía de todos y concluye la tesis moralizadora, que de una forma llana y divertida trata de aportar, de forma positiva, una luz en medio del natural confusionismo que se produce en la acomodaciones posconciliar. Efectivamente, don Mariano, un sacerdote de sotana destinado a una parroquia rodeada de sindicalistas y joven modernos y que oficia en una iglesia casi vacía, recibe la visita de un emisario del arzobispado que, ante sus pobres resultados pastoral, sentencia. Pertenece usted a otra generación, tiene un concepto inactual de las cosas. No obstante, persuadidos como estamos de su buena voluntad, lo exhortamos a que se esfuerce por acomodarse a los tiempos. Debe informarse de los nuevos métodos, nunca es tarde para aprender. Exhortación que coincide con el concilio, el cual establecía en su Christus Dominus que si los párrocos no pueden llegar a alguno grupo de personas, reclamen la ayuda de otros, incluso seglares, para que los ayuden en lo que se refiere al apostolado. Obligado, puis, a modernizar, toma como modelo una parroquia que ha asumido los nuevos preceptos posconciliar, traducidos en una arquitectura funcional presidida por una gran cruz exterior, en clases de judo, en coros de feligres que entonant un cairi et les sonnent con ritmos étnicos, en guatec juvenil y en prácticas pastoral que abandonnant la rigidez de los actos litúrgicos y el sentimiento de culpa para dar lugar a una interiorización de la fe vivida de forma más vitalista, porque como afirma su joven párroco, la iglesia no solo está en la ceremonia litúrgicas, todo esto también es iglesia. Algunas de estas acciones recogen directriz directa del concilio, como la relación con los jóvenes, de quien se reconoce que ejercen en la sociedad moderna un influjo de gran interés. Las circunstancias de su vida, el modo de pensar e incluso las mismas relaciones con la propia familia han cambiado mucho. O la importancia simbólica y teológica de Cristo. Como quiera que la última norma de vida religiosa es el seguimiento de Cristo, tal como lo propone Evangelio, todos los institutos ha de tenerlos como regla suprema. Traducida en la relación con los fieles y la importancia visual que adquiere la cruz. Este esquema argumental de comedia popular, donde el protagonista se dedica a corregir comportamientos deviados por la influencia de la modernidad, sirve para comparar dos modelos de práctica litúrgica y evangélica separados por la aplicación de las nuevas consignas del concilio, como la transformación espacial basada en el minimalismo y la funcionalidad de las parroquias, la cristología humanista simbolizada en la cruz, la asimilación de nuevas formas de ocio juvenil, una participación más activa de la feligresía concretizada en la música, y una intelectualización consentida basada en el concepto de diálogo. Pero en la presentación de esta nueva iglesia, se obvia de forma consciente el carácter político que las novedades podían implicar, ya que todas las transformaciones son arquitectónicas, litúrgicas y evangélicas, pero apolíticas y aparentemente compatibles con la forma de gobierno dictatorial. De forma
Crimos que consciente, se elud en el guion referenciar la disidencias interna que dentro de la Iglesia española se habían iniciado a mediados de los años 50 con el surgimiento de un pequeño sector que comenzaba a demandar una doctrina social de la Iglesia acorde a la situación de los trabajadores y que por similitud de reivindicaciones, comenzaba a establecer vías de contacto con los grupos de izquierda y con un resurgido movimiento obrero, creando unos conatos de oposición que se vieron reforzados por el concilio. Posición que se oponía a una parte eclesiástica, crítica con la injusticia pero defensora de las relaciones vigentes entre Iglesia y Estado, y l'il en la colaboración con este último. Ni estas divergencias ni los sectores críticos ligados a posicionamientos políticos aparecen en un film donde los feligres se muestran con tendencias políticas clandestinas, pero aparecen desligados de la institución eclesiástica y renuncian a la participación pastoral y donde los debates intelectuales de la Iglesia postconciliar se centran en cuestiones foráneas y no en la situación política española. Esta desconexión entre los sectores políticos antifranquistas y la institución eclesiástica no respondería solamente a criterios narrativos y argumental, sino también discursivos, al presentar a la institución como desafectada de cualquier inclinación crítica con el régimen, pretensión perfectamente coherente con la filiación política de su guionista y director. Al igual que sucedía con Sor Citroën, et el desenlace el que cierra la dualidad tradición-modernidad, presentando al protagonista como un mártir de la fe que roza la santidad al lograr de forma narrativamente ilógica, tras una elipsis temporal que une el desastre del Belén viviente con el hospital, la conversión de todos sus vecinos, o por lo menos, consigue su respeto sin que se dé ninguna explicación racional de su cambio de actitud, salvo que se asuma la idea de que el catolicismo es una característica inherente a todos los españoles, los cuales se pueden apartar de él por estar cegados por la modernidad y por concepciones políticas de izquierda, pero en los cuales la fe siempre acaba fluyendo de forma natural, pudiendo ser readmitidos en el seno eclesiástico al abrigo, ahora sí, con lo establecido por el Papa Pablo VI en la clausura del 3 periodo del concilio. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen el perdón de la ofensa hecha a Dios por la misericordia de E accent aigu ste y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que, pecando, ofendieron, la cual con caridad, con ejemplos y con oraciones, les ayuda en su conversión. Una vez reconducida la intrínseca condición católica de sus feligres, dont Mariano acaba, como en otros films de Martínez Soria, literalmente rodeado en una muestra colectiva de reconocimiento. Con la variación, en este caso, de tratarse de una representación visual de la parábola de la oveja perdida y de la defensa del mantenimiento de la unidad de la Iglesia, aunque en su seno haya divergencias entendidas como variación, y mostrando la idea de la congregación de los fieles como máxima expresión de un catolicismo vigente en sus formas más tradicional y totalmente despolitizado. Resumiendo, durante los años 60 algunas producciones cinematográficas vehicularon la inestabilidad religiosa producida por los desajustes entre un Estado aferrado a las ideas nacionalcatólicas que él mismo había construido y una Iglesia que desarrollaba en su seno respuesta contestataria y se disponía a asumir las novedades del Concilio Vaticano II. Una forma de popularizar y suavizar estas alteraciones en el devenir de las relaciones entre gobierno e Iglesia fut la producción de comedias que presentaban un texto aparentemente banal y cómico y un metatexto que contenía un posicionamiento concreto respecto a un contexto religioso de una inestabilidad novedosa. De esta manera, Sor Citroën presenta una polisemia que permite añadir a los análisis de otros autores, un análisis que evidencia un discurso basado en hacer prevalecer el poder de las instituciones eclesiásticas por encima de las instituciones civiles en un contexto muy preciso de la historia contemporánea española. Por su parte,
Suharmo El Belen presenta una visión maniquea de la realidad al mostrar a un grupo de feligres apartados de la práctica religiosa debido a sus ideas políticas, obviando las relaciones que se dieron entre un cristianismo contestatario y el antifranquismo y otorgando a un cura de la vieja escuela el poder de atraer a la iglesia a unos feligres cegados por el izquierdismo, omitiendo cualquier tipo de crítica al contexto social. Les mises en scène de l'objet ethnographique, lieu du politique. Audrey Doyen. Depuis la jeunesse du projet du musée du Quai Branly et l'ouverture du pavillon des sessions du Louvre en 2000, le musée d'ethnographie et les objets de sa collection, dont la sémantique variée, art africain, océanien, tribal, premier, primitif, illustre le problème de son ontologie même, sont au centre de nombreux... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.